Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde, ici Ernie Wells, heureux de vous retrouver pour la première émission de l'année 2026 de Rendez-vous Nature. J'espère bien que vous avez passé un beau temps des fêtes où on est encore quand même au début du mois de janvier et je pense que c'est encore de mise de souhaiter à tous les amateurs de plein air, de chasse et de pêche une très bonne année 2026 avec un seul souhait, celui que tout le monde finalement se souhaite mutuellement, on dirait cette année plus qu'avant, c'est de se souhaiter la santé et avec ça, on dit qu'on peut réaliser bien sûr tous les projets qu'on a en tête tant qu'on est en santé, en bonne santé, puis qu'on est actif. Et cette semaine, à Rendez-vous Nature, bien après la période des fêtes, une autre période de réjouissance attend les amateurs de chasse et de pêche, et ça se passe lors de la tournée des films Chasse-Pêche 2026, que pilote depuis 32 ans maintenant le promoteur Daniel Gilbert. Le froid glacial du dernier mois favorise la pratique des sports d'hiver. La pêche blanche en fait partie. Même constat pour le ski et la motoneige. J'en ai fait à quelques reprises, mais comme moyen de transport et non pas comme loisir. Mais lui, c'est un chroniqueur spécialisé et c'est Julien Cabana du Journal de Québec. Et pour lancer cette première émission Rendez-vous Nature de 2026, de nombreux amateurs ont profité bien sûr de la récente période des fêtes pour prévoir leur prochaine saison de chasse des grands gibiers et cibler des destinations de choix donc pour 2026. Et la chasse du cerf sur l'île d'Anticosti demeure une destination très prisée. D'autant que depuis les 3 dernières années, la densité de chevreuils est croissante et constante et conséquemment, la récolte l'est aussi. Excellente. La saison de la chasse 2025 sur Anticosti a pris fin le 6 décembre et il est de tradition à Rendez-vous Nature de faire le bilan de la dernière saison et pour nous en parler, le mieux placé, c'est toujours Daniel Lévesque, directeur des ventes et responsable du service à la clientèle de CEPAC Anticosti. Alors Daniel, je l'ai dit, la chasse a pris fin le 6 décembre dans les territoires structurés comme ceux de CEPAC Anticosti. Il est trop tôt, bien sûr, pour faire un bilan global des statistiques. Ça, c'est pas encore complété. Mais comme on arrive quand même à la fin des inscriptions au tirage au sort, ça c'est le 15 janvier, qu'est-ce qu'on peut dire et retenir de la saison 2025 qui, au départ, s'annonçait très prometteuse? Écoute, on a eu une très, très bonne saison. Il faut mettre ça en perspective. Là, c'est sûr qu'on avait eu une année exceptionnelle en 2024, fait que ça a fait gonfler les attentes de beaucoup de chasseurs. Mais si on regarde le bilan préliminaire là, que j'ai reçu du ministère, c'est pas des données qui sont finales, là, mais on a quand même prélevé là, au-dessus de 6550 cerfs, ce qui est une excellente récolte pour CEPAC Anticosti. Et ça nous porte à des résultats qui sont similaires aux années 2022-2023. Et puis qui est dans le target là, des dernières années qu'on a connues exceptionnelles avec les printemps hâtifs qu'on avait connus. L'hiver passé, ça a été une année un petit peu plus difficile parce que le cheptel était abondant, très abondant. Tu l'as dit, Ernie, d'entrée de jeu. On était au-delà de 150 000 chevreuils. On a eu un taux de mortalité d'à peu près 20 %. Dépendamment des secteurs, ça a eu plus d'impact que d'autres. Fait que oui, la saison était quand même très, très bonne. On a prélevé près de 4000 mâles adultes, ce qui est quand même encore exceptionnel. Puis je m'attends là qu'au données final, on devrait être autour d'1,7, proche d'1,8, là, ce qui est des résultats standards là, depuis 2020 là, sur l'île d'Anticosti. Fait que c'est une très bonne saison dans l'ensemble. Ouais, tu parles de 2022, 2023. J'ai des chiffres de la saison 2024. Puis, tu vois, on parlait à ce moment-là de 6865 bêtes au total. Donc, tu parles de 6550. On est quand même pas trop loin, un petit peu inférieur, mais pas trop loin quand même. Puis le taux de succès était de 1,9. Là, tu me parles de 1,8. Alors donc, ça se ressemble. Donc, on peut dire que c'est 3 années successives où les chasseurs ont connu quand même de bons résultats. Mais est-ce que tu as une idée de quel type d'hiver que les cerfs sur l'île d'Anticosti peuvent traverser actuellement? Il est un peu tôt pour avoir une perspective là, globale, là, mais je te dirais qu'actuellement, moi, les nouvelles que j'ai reçues, là, c'est qu'il y aurait autour de 80 à 85 cm au centre de l'île. Ce qui est pas dramatique, là, on le voit, là, la neige, il a fait froid quand même, fait qu'elle a pu se compacter, les chevreuils peuvent porter dessus.
probablement avoir accès à des étages supérieurs de nourriture. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais tu sais, la clé de voûte là-dedans, là, c'est toujours le printemps. Là. C'est ça qui va être déterminant. Si le printemps s'amène tôt, puis que la neige peut fondre, puis que la nourriture devient accessible plus facilement à bord de mer, différents endroits où il y a des petits ravages, des pochettes de ravages, mais ça va aider le chevreuil, évidemment. Mais dis-moi, selon mes informateurs, qui, comme tu le sais, sont toujours bien informés, quelqu'un m'a rapporté que récemment, à Port-Meunier, il y a des mâles, de gros mâles bien portants, bien panachés, est en train de s'encorner, comme on dit, de se battre. Est-ce que là, on sait bien que le rut est passé. Ça démontre quoi qu'à cette période-ci de l'année, que les grands mâles aient encore leur couronne, ouais. Oui, bien ça, c'est de bon augure. Ça veut dire que si probablement, tu sais, ça c'est hypothétique, mais tu sais, est-ce que ces mâles-là cornaillent, comme l'expression le dit, pour enlever leur bois, justement, là, tu sais. Mais ça, ce que ça démontre, c'est que les bêtes ont quand même un bon taux d'énergie, parce que s'ils ont assez d'énergie pour bouger puis se coltailler ensemble, 2 bocs de 8 pointes, la photo que j'ai vue, ben ça, c'est de bon augure. Maintenant, sur l'île, c'est peut-être une autre histoire, on le sait pas, là, OK. Mais ça veut dire à tout le moins qu'ils ont assez d'énergie pour pouvoir continuer à traverser l'hiver en bonne condition physique. Oui, absolument, absolument. Puis c'est le constat que les guides me disaient dans l'ensemble de l'île, là, que les chevreuils étaient plus gras là, que l'automne passé, que la couche de suif, là, comme on appelle, là, était présente cette année pour beaucoup de bêtes. Moi, j'ai vu beaucoup de beaux mâles au centre de l'île récoltés, du côté nord aussi, là, des beaux sujets. Ça, c'est moins inquiétant que l'an passé. Ce qui va être important, c'est aussi, tu sais, on a passé 2 étés assez sèches sur l'île. Ça n'a pas paru en 2024. Pourtant, c'était une année qui a été très, très chaude. Puis, on a passé près, là, on a eu beaucoup d'interdictions de feu. Il y a eu des feux de forêt sur la côte nord, on s'en souvient. Puis, tu sais, ça avait pas paru au niveau de la récolte. Mais là, cette année, du côté sud, on a vu que les bêtes étaient un petit peu plus... je te dirais peut-être plus petite que du côté sud ou au centre de l'île. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-tu la qualité de nourriture, la sécheresse qui était là? Parce qu'il y a des territoires, tu sais, du côté sud de l'île ils ont moins de plaines, ils ont moins de grands étangs où ce qui peut pousser de la pousse fraîche ou des champignons en forêt mature. Fait que on le sait pas, ça. Mais tu sais, si on peut avoir un été normal, tu sais, qui serait régularisé par des précipitations assez soutenues avec des rivières qui se maintiendraient hautes, je pense que ça aiderait là, la qualité de nourriture pour le chevreuil. Oui, mais malgré tout, comme tu dis, l'année passée, c'était quand même un hiver très peu pluvieuse, mais malgré tout, d'après ce que j'ai vu, c'est que la pêche a été quand même excellente et il y avait suffisamment d'eau en rivière pour que les pêcheurs puissent récolter et faire de belles prises. Puis là, c'est quand même un peu étonnant parce qu'ils ne mouillaient pas, mais en Anticosti, il y a un phénomène qui existe ailleurs, mais en moins grande quantité, c'est les énormes sources d'eau souterraines qui viennent finalement en surface, qui viennent aider le chevreuil à pouvoir s'abreuver. Bien, ça dépend des endroits, effectivement. Ça existe. Mais tu sais, l'an passé, on a eu une bonne montaison dans nos rivières de saumon en début de saison. C'est sûr que là, vers la fin juillet, là, ça commençait à apparaître là, que le niveau descendait. Les saumons restaient, je dirais, captifs dans nos rivières jusqu'à temps que septembre arrive, octobre, où ce que là, il y a eu des bonnes précipitations pour qu'ils puissent redescendre à la mer. Mais la qualité de pêche a été au rendez-vous là, pour le saumon l'année passée. Là, nos 3 rivières principales qu'on exploite, là, la pêche a été très, très bonne. Bon, ben, tant mieux. Puis donc, ceci étant, on va changer de sujet, on va retourner du côté du chevreuil, donc parce qu'il est encore trop tôt actuellement, c'est sûr, pour prévenir ou pour prévoir ce que sera la récolte de chevreuil en 2026. Ce serait prématuré de le faire, puis ce serait inconscient de le faire aussi. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est le tirage au sort pour la chasse du cerf sur CEPAC Anticosti qui prend fin bientôt, c'est le 15 janvier. Donc, les amateurs, il faut qu'ils forment leur groupe et qu'ils s'inscrivent maintenant. Puis là, il y a différents forfaits qui leur sont offerts. Parce que il y a un type sur le site de la CEPAC qui posait une question, puis on va démarrer avec ça. Il disait, lui, s'il restait beaucoup de forfaits de disponibles pour les tirages au sort ou si les forfaits sont réservés pour les tirages au sort, je reprends ça. Sur le site Facebook de la CEPAC, un chasseur se demandait s'il restait beaucoup de forfaits disponibles pour les tirages au sort ou si les forfaits sont réservés par tirage au sort ont déjà été réservés d'année en année, comme se fait, disons, dans d'autres forfaits de chasse. Mais, d'après ce que tu m'as déjà dit,
Les tirages au sort, c'est que ça repart toujours à zéro d'une année à l'autre. Tout est ouvert, les 86 séjours sont disponibles, puis là, c'est le temps de s'inscrire. Absolument, absolument. Puis regarde, on va faire un parallèle là-dessus, justement. Là. C'est la meilleure porte d'entrée actuellement pour rentrer pour la saison 2026, de s'inscrire au tirage au sort. Nous, là, on fonctionne en mode pourvoirie, fait que c'est sûr que les clients qui sont détenteurs de séjour ont toujours privilège le premier droit de refus sur l'année subséquente. Puis là, ben, pour vous dire à quel point, depuis 3 ans, nos récoltes sont bonnes, la chasse est bonne, c'est une expérience incroyable de venir chasser sur l'île d'Anticosti. On est plein à 100%. C'est la première année où je vais me présenter en salon, très sincèrement, puis j'ai rien à vendre. J'ai rien à vendre. Fait que le tirage au sort, on se garde toujours 86 séjours qui sont 100% dédiés au tirage au sort. Fait que ça, c'est des séjours que les gens ne peuvent pas manquer. En s'inscrivant au tirage au sort, il y a 86 séjours de disponibles. J'en ai en chalet rustique, j'en ai en chalet. Et puis, ces territoires-là, là, c'est des territoires qui ont été très, très bons depuis les 5 dernières années, je dirais. Là. Anse-Castor, c'est un de nos meilleurs secteurs avec Rivière-à-l'Huile. Les qualités de chasse qu'on voit sortir de là, les beaux mâles matures, c'est exceptionnel. Après ça, les 2 têtes de Jupiter en 2025 ont donné des résultats spectaculaires. Puis, on a des secteurs comme étant Chicoine, même Lac-Solitaire, qui était réputé pour être un secteur un petit peu plus difficile, je dirais, pour X, Y, Z raison, cette année, puis l'année passée, il sort des bottes de là, c'est vraiment beau à voir. Fait que j'encourage les chasseurs qui n'ont pas l'opportunité d'avoir un séjour régulier à la pourvoirie CEPAC Anticosti de définitivement s'inscrire au tirage au sort. C'est votre meilleure porte d'entrée, puis une fois là, ben tout peut arriver. Souvent, à l'aéroport, ils vont arriver au comptoir. Si quelqu'un dit, ben moi, je suis pas sûr de venir, souvent, ils s'échangent les forfaits là. Ils se retrouvent un forfait pour l'année d'après. On a une liste d'attente, mais quand le chef de groupe, en sortant, dit, ben oui, je le donne à monsieur qui est là, c'est difficile de dire non. Le client est déjà sur place. Fait que bref, inscrivez-vous au tirage au sort, ça vaut vraiment la peine, puis c'est des bons territoires de chasse. Oui, puis bien sûr, ce qu'il faut préciser, ce sont des territoires, comme tu dis, en camp rustique ou en chalet, mais ce sont pour la majorité des territoires où il n'y a pas de guide. Il y a peut-être ce qu'on appelle un capitaine de chasse qui va faire son tour régulièrement, mais il n'y a pas de guide. Mais on me disait que cette année, c'était remplacé, entre guillemets, si je peux dire, par un VTT. Tous les groupes en chalet rustique et chalet vont avoir un VTT à leur disposition. Est-ce que c'est une rumeur forestière ou c'est réel? Non, c'est tout à fait vrai. Écoutez, c'est qu'avant ça, pour la structure de prix d'accessibilité du tirage au sort, le VTT était une question qui était optionnelle. Sauf que ça devenait une complexité de gestion supplémentaire parce que souvent les gens hésitaient, mais on le sait que ce soit en septembre ou en octobre, des fois les journées plus chaudes, ben ce qui est important, c'est de retirer le gibier une fois l'abattage fait, le plus tôt possible, puis de l'amener à la penderie. Fait que le VTT devient un incontournable pour récupérer le gibier. Oui. Fait qu'on s'est dit, ben écoutez, pour simplifier toute la logistique autour du VTT, on l'inclut dans le forfait, comme c'est le cas pour tous les secteurs qui sont en rebooking, finalement. Là. Fait que là, maintenant, on a standardisé. Fait que c'est une valeur ajoutée pour la clientèle qui est un incontournable, puis qui donne accès aussi à des portions de territoire qui sont moins accessibles lorsqu'on n'a pas de VTT. T'sais. Oui, puis c'est aussi un élément sécuritaire. Il arrive quelque chose, ben là, moi, on a un VTT pour se déplacer. Mais je voyais aussi que du côté toujours des camps rustiques, puis même des camps des côtés chalets, il y a des séjours de 5, 6 ou 7 jours. Ça s'explique comment, ça? C'est parce que c'est en septembre, bien sûr, la durée est plus longue, mais le chasseur, lui, qui gagne, le groupe qui gagne un séjour dans un des, soit en plan rustique ou ben non en plan avec chalet, il y a le choix de la durée du séjour? Ben, écoute, non, c'est que le standard, le standard est que normalement, là, les séjours en septembre-octobre, c'est du 5 jours chasse, 6 nuits. OK? Alors, pourquoi en octobre, on a des séjours qui sont plus longs? Puis ça, c'est souvent dans les 2 premières semaines d'octobre. C'est qu'on n'a pas le choix, étant donné que c'est la pause des secteurs guidés. On a balancé nos vols d'avion en correspondance avec ces plages horaires-là. Parce que comme je n'ai pas d'entrée des secteurs guidés dans le calendrier, ben je ne fais pas voler des avions à moitié vides, vous comprenez? Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a étiré ces séjours-là. Fait que tant mieux pour les gens. Les autres qui prennent ces dates-là en octobre,
se trouvent à bénéficier des journées supplémentaires au même prix, soit dit en passant, mais on le fait pour calibrer nos avions qui soient en même temps pour tous les segments. Donc, ça nous évite de faire voler des avions qui sont vides, parce que les secteurs guidés ne rentrent pas puis ils ne sortent pas non plus. Ben, c'est tout à fait logique. Puis là, je comprends mieux maintenant pourquoi il y avait une différence de 5, 6 ou 7 jours. Mais c'est le mois d'octobre, comme tu dis, qui vient un peu changer les règles du jeu. Mais sur le continent, donc, selon l'hiver qu'on connaît, le ministère de la Faune, lui, il attend toujours à la fin du printemps pour émettre des tirages au sort, faire le tirage au sort pour la femelle sans bois ou la chasse du cerf sans bois. Mais je préciserais aux amateurs qui se rendent sur l'île d'Anticosti qu'il n'y a pas de tirage pour la femelle et que la femelle fait partie des 3 segments mâle, femelle et fan pour pouvoir récolter donc son chevreuil. On ne détient aucune statistique des pourvoiries Saint-Ferrand-Anticosti puis du lac Geneviève, mais l'an dernier, les chasseurs dans l'ensemble de l'île avaient récolté 9 399 chevreuils. Ça, c'était en 2024, mais c'était presque 10 000. On peut dire que le cheptel, la densité de chevreuil, au moment où on se parle toujours, on verra plus tard à la fin du printemps, mais c'est en croissance depuis 3 ans au moins. Oh oui, absolument. C'est en croissance, mais là, avec l'hiver de l'année passée, on voit là, qu'on a stagné là, pour 2025. Là. Alors, qu'est-ce que ça va être pour 2026? On va se croiser les doigts tout le monde, mais ça reste que la proportion, toute proportion gardée, on est encore dans des super de bonne densité, là, même si on en perdait un 15, 20 ou même 25%. On a entre 150 et 160 000 chevreuils actuellement sur l'île d'Anticosti, puis le taux d'observation le prouve. Là, les gens, il y a des secteurs que ça a été un petit peu plus difficile parce que c'était en dents de scie cette année, mais l'île d'Anticosti, il ne faut pas oublier une chose, là, puis c'est ça qui est étonnant, c'est que il y a des journées là qu'il y en a partout. Puis il y a des journées que c'est difficile d'en voir un seul. C'est quoi qui explique ces phénomènes-là? C'est souvent la météo, le déplacement des chevreuils. Moi, je les observe souvent à Port-Meunier, puis j'en vois des fois qui peuvent passer 5 heures couchés. Là. Fait que un chevreuil, c'est des ruminants. Hein? Fait que s'il décide, lui, qu'il bouge pas pour X, Y, Z, puis il se couche en forêt dense, ben, t'as beau marcher 15 km dans ta journée, tu vas revenir, tu vas dire, voyons, c'est quoi qui s'est passé? Mais si tu es moindrement attentif aux signes frais, aux observations que tu as faites, puis tu t'installes à un bon endroit, le lendemain matin, tu peux en voir 7-8 dans la première demi-heure. C'est ça, l'île d'Anticosti. C'est ça qui fait que c'est une expérience inoubliable. C'est que ça peut être magique comme ça peut être difficile, mais c'est sûr que les probabilités de récolte, quand tu es sur l'île d'Anticosti, sont supérieures à partout où tu vas aller en Amérique du Nord. T'sais. Comme je dis souvent, la chasse, c'est comme autre chose. L'autre chose, on va le mettre en guillemets, c'est qu'il faut avoir autant de plaisir à fouiller qu'à trouver. Parce qu'une fois que tu as trouvé, là, ta chasse est finie ou le complément que je disais, c'est terminé aussi. Donc, le plaisir est aussi dans la quête du gibier et non pas uniquement dans la récolte. Hey, tu as tellement raison, Ernie. C'est un des points clés de venir chasser à l'île d'Anticosti, c'est de redécouvrir les kilomètres d'exclusivité de territoire de chasse. T'sais. Comparativement, c'est plaisant aussi chasser sur le continent, mais on le sait, la majorité des gens vont chasser sur des lots privés qui sont bordés par d'autres voisins. Fait qu'on est restreint dans nos déplacements. Il faut faire attention à ne pas brûler notre terrain. Mais à l'île d'Anticosti, là, la quête, comme tu dis, voir des paysages, marcher en forêt dense, marcher sur le long des rivières, des ruisseaux, découvrir des plaines, la luminosité de cet endroit-là, l'île d'Anticosti, c'est féerique, les couchers de soleil, les couleurs qu'on peut voir dans le ciel, c'est tout à fait spectaculaire. Fait que écoutez, c'est pas le rêve d'une vie pour rien là, pour beaucoup de monde. Là. C'est que chasser à l'île d'Anticosti, c'est un privilège exceptionnel. Puis comme tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est chez nous, c'est au Québec. Puis moi, je suis très content de voir la fréquentation qu'on a. On était les premiers surpris, nous, à la fin de la saison, qu'on soit booké à 100%. C'est quand même exceptionnel. Là. Fait que ça reflète quoi, ça? Ça reflète que les clients, de façon générale, sont contents. Il y a tout le temps des petites améliorations à faire à gauche et à droite. Je pense qu'on travaille excessivement fort pour ça. Mais tu sais, des fois, je vois des commentaires passer ou des suggestions que les gens ne sont pas conscients non plus des efforts et de la logistique que ça nous impose de livrer ce produit-là. Puis on a une super équipe actuellement, puis on travaille d'arrache-pied tout le temps, à chaque année, pour améliorer que ce soit les infrastructures, la réfrigération, parce qu'on le sait avec les réchauffements climatiques,
j'invite les gens à venir nous voir, tu sais, jaser avec nous autres. Tu sais, des fois, ils ont des interrogations. Pourquoi l'avion, ça fonctionne comme ça? Pourquoi qu'on ne pourrait pas partir plus tôt ou plus tard? Etc., etc. Venez discuter, on va vous expliquer c'est quoi les enjeux, puis comment on travaille. Puis je pense que les gens sont réceptifs à comprendre toute la logistique. Puis tu sais, ça va nous faire plaisir de jaser avec eux, puis de parler de chevreuil, puis de parler de l'île d'Anticosti. On est là pour ça. Absolument. Puis là, tu vois, on a parlé de l'île magique, hein, comme plusieurs l'appellent aussi. On parle aussi de la beauté des paysages, des couchers de soleil, mais il ne faut pas oublier non plus la qualité de la venaison. C'est une viande 100% naturelle, on ne le dira jamais assez, mais d'un goût particulier. C'est comme un peu l'agneau présalé, hein, si on peut dire. Ça, c'est un peu du cerf présalé. La viande est très tendre, elle est savoureuse, puis elle n'a pas de goût de sapinage. Ça n'a pas le goût fort de la forêt du continent. Donc, c'est une venaison qui est unique aussi, comme l'île peut l'être. Puis, juste ça aussi, ben, ça vaut la peine d'aller faire une bonne provision de cette venaison, surtout que ça arrive un peu avant les fêtes, puis d'en profiter durant le temps des fêtes. Alors, donc, Daniel Lévesque, responsable du service à la clientèle et donc directeur des ventes également. Ben, je te remercie beaucoup de toutes ces informations. On va suivre ça de près. On invite les gens à aller te rencontrer dans les différents salons. Ça fait plaisir. On s'en parle bientôt. Salut, bye. Merci. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Les tirages au sort de la CEPAC sont débutés. De vastes territoires exclusifs, du gibier à profusion et une large sélection d'hébergements et de forfaits possibles. Pas de doute, les meilleures destinations de chasse du Québec se trouvent dans les réserves fauniques et à CEPAC Anticosti. Du 1er décembre 2017 au 15 janvier 2018, inscrivez-vous au tirage au sort de la CEPAC via le cepac.com ou au 1-800-665-6527. Chasseurs, procurez-vous le Boc-Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Boc-Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au bocthorax.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, après la période des fêtes, ben, c'est une autre période de réjouissance qui attend les amateurs de chasse et de pêche, mais beaucoup plus longue pour les 4 prochains mois, parce que dès ce 16 janvier 2026, Daniel Gilbert et son équipe Bêtes de chasse lanceront leur 32e tournée de films chasse-pêche, à commencer le 16 janvier par Edmundston et Shawinigan, et tout ça va se dérouler à travers la province jusqu'au 18 avril pour la grande finale à Maniwaki, dans la région de l'Outaouais. Ça, c'est environ à 125 km au nord de Gatineau. Et puis, ce sera vraiment le début de la grande virée de quelques 50 villes à travers le Québec, le Nouveau-Brunswick et peut-être même l'Ontario. Alors, Daniel Gilbert est le promoteur et le porte-parole de la tournée des films chasse-pêche. Daniel, on parle d'une tournée j'ai parlé de 50 villes, mais c'est peut-être plus. Il se passe quoi, là, pour toi et ton groupe? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout est canné? Est-ce que tu as juste à peser sur le piton puis ça décolle? Et ça se passe comment? Écoute, on a encore beaucoup de travail, mais c'est une même année après année. Quand ça fait 32 ans, ben écoute, on est, comme on dirait, on est drillé au quart de tour. Donc, on est en train de finaliser nos montages. On est en train de... il y a tout plein de choses à faire. Donc, on est en train de finaliser ça. La semaine prochaine, on rentre en studio juste pour aller vérifier notre matériel, nos inventaires, voir si tous les films sont OK. On fait pas un pré-montage, là, mais une
écoute en tant que tel une dernière fois pour être certain que tout est sur la coche. Donc, c'est de cette façon-là. Puis, écoute, quand on fait justement ces petits ajustements-là au début, ben ça permet que nos amateurs aient vraiment, là, que tu sois la première soirée ou la dernière soirée, que tu aies le même show, puis surtout les mêmes films. Puis, je pense que les gens vont adorer encore pour 2026. Moi, ça, j'aime ça, parce que là, on parle du mot rigueur, puis toi, tu es très rigoureux, puis tu tiens vraiment à ce que ça soit ajusté, comme tu dis, que ça tourne au quart de tour. Mais juste une question comme ça, là, vous pouvez, je dirais même, manger combien de kilomètres par année là, dans vos tournées? Parce que là, la tournée, vous êtes deux, hein? Il y a deux équipes de tournée, parce que la demande est très forte que vous devez quand même vous séparer. Il y a toi de ton côté, il y a Kenny Burns. À l'occasion, vous vous retrouvez ensemble. Mais c'est combien de kilomètres à chaque année à travers la province? Écoute, quand on faisait juste une équipe, on parlait d'environ 25 000 kilos. Écoute, Ernie, on fait toute l'Abitibi, on va faire la Gaspésie jusqu'à l'est, jusqu'à Gaspé, Rivière-au-Nord. Donc, tu vois qu'on couvre vraiment d'un côté jusqu'à l'autre, on part du sud aller jusqu'au nord. Donc, je pense qu'on est vraiment partout. Donc, quand on atteint juste un camion, on parlait d'environ 25 kilos, 25 000. Là. Donc, on en couvrait grand. Moi, j'ai l'impression que les amateurs de chasse et de pêche ont déjà hâte de prendre un bain d'été et d'automne avec la tournée. Est-ce que tu ressens ça, cette fébrilité chez les amateurs qui ont hâte que la tournée commence? Là? Absolument. Ben, écoute, on le voit à partir du début janvier. On commence, les gens s'informent de plus en plus. On voit que les ventes sur le web, parce qu'on a notre fameux site en ligne, donc les gens peuvent acheter autant à leur rythme. Ils n'ont plus besoin de sortir maintenant, mais tant mieux. On a toujours des points de vente, mais on voit quand même que les ventes augmentent de semaine en semaine. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire que les gens ont hâte. Puis, je pense qu'ils vont être comblés encore pour 2026. Là. Bien, justement, je vais t'amener de ce côté-là parce que si on parle de la tournée 2026, comme j'ai dit, c'est à 32e. L'an dernier, tu avais mis la barre très, très haute à ce moment-là parce que en entrevue pour la soirée de 2025, tu avais dit « Les amateurs vivront des émotions brutes. C'est une tournée hors du commun, du jamais vu, spectaculaire avec des scènes de chasse et de pêche exceptionnelles et des prises de vue époustouflantes. » Là, pour 2026, on va s'attendre à quoi après avoir dit tout ça pour 2025? Ben, écoute, 2026 a été axé beaucoup sur les émotions, OK? Comme justement ce que Jason nous a fait vivre l'an passé. Mais 2026, vous allez être servi à soi avec des émotions à fleur de peau et vous allez tout comprendre quand vous allez voir les films. Et puis, on a vraiment des scènes spectaculaires encore. On est content année après année. Écoute, Ernie, qu'est-ce qui est important de savoir, OK? Tu sais qu'on a la soirée en présentiel, mais tu sais aussi qu'on produit au-dessus de 8 heures de produits montés pour nos fameuses soirées web, méga soirées web. Et qu'est-ce qui est important dans ça? On essaye de garder quand même pour le présentiel à peu près ce qu'on a de mieux. Je dis pas que les soirées web sont moins spectaculaires, mais donc, j'ai beaucoup de matériel. Je suis capable de choisir. Écoute, ça, là, je pense que ça va venir chercher les gens. Donc, je peux te dire de quoi, là, quand je pars avec des films, là, quand ça fait 32 ans, je le sais ce que les gens veulent, puis je le sais écoute, au bout de 10-12 minutes, quand je vois que les gens se lèvent pour aller à la salle de bain ou aller fumer ou n'importe quoi, je le sais que c'est moyen. Donc, dans ce temps-là, là, je prends bien garde à ça. Ça fait que c'est en plein ça. On essaye de garder vraiment de quoi de spectaculaire pour nos soirées en présentiel. Oui, c'est certain qu'après 32 ans, tu connais ton public. Et comme disait la poune, t'aimes ton public, puis ton public t'aime aussi parce que c'est toujours full à peu près dans toutes tes soirées. Mais qu'est-ce qui va attirer l'attention cette année? Tu parles bien sûr de films qui sont toujours spectaculaires, mais est-ce qu'il y en a un ou quelques-uns qui se dégagent du lot de la soirée 2026?
Écoute, moi, qu'est-ce que je pense dans le premier segment, dans le premier film? C'est rare qu'on parle de pêche, qu'on dit, lui, il me semble qu'il va attirer l'attention. L'année passée, on a fait tirer parmi nos amateurs un film, pas un film, on voulait qu'il y ait un amateur qui gagne à travers le Québec. On allait à la pourvoirie Mabec, qui est au nord de Sept-Îles, et puis on prenait l'hélicoptère, une grosse affaire VIP, là. Et puis, écoute, Ernie, on prend de la truite mouchetée, là. Quand on parle de 3 livres, on remet ça à l'eau. Écoute, notre gagnant, l'année passée, qui était M. Michel Duval, qui est dans la région de Bécancour, c'est un monsieur-là. Écoute, il a été gagnant, il a emmené sa conjointe. C'est sa conjointe qui a pris la plus grosse truite de la semaine. On parle de 5 livres et quart. Écoute, dans un milieu naturel, là, 5 livres et quart, là, je lève mon chapeau. Mais vraiment des scènes spectaculaires à la pêche, des scènes à couper le souffle. On a aussi dans la première partie notre ami Charles Doris qui va faire un tour en Alberta. Puis tu sais qu'il arrive toujours avec des trophées. Donc ça va être à voir aussi à l'intérieur du premier film. Et dans le deuxième film, cette année, notre ami Dan Lavoie va faire un tour dans le nord au chalet d'un de ses amis. Puis il récolte un mastodonte de plus de 56 pouces à l'arc. Donc ça va être à voir. Écoute, on en a vraiment pour tous les goûts. Hey, en plus, Ernie, je veux souligner, il y a un jeune de 22 ans qui est venu avec nous faire un tournage. Je pense que ces gens-là restent à Gaspé. Ils ont été propriétaires des Dixili. Et puis, le jeune, écoute, il est venu avec nous et tu vas voir un guide de l'auberge de montagne lui fait récolter tout un trophée. C'est incroyable, mais attends de voir les palettes, les cornes, après ça, c'est juste merveilleux. Donc, moi, c'est 2 films là, qui me touchent plus que les autres. Jason fait encore des scènes spectaculaires, aller toucher encore à une bête. En tout cas, vous allez tout voir ça à l'intérieur de nos films en 2026. Mais il y a aussi, je pense, ce qui revient cette année, puis ça, c'est bien important, c'est la participation des amateurs qui soumettent des films, des histoires. Il y a une compétition, donc, qui s'organise entre des films d'amateurs. Puis ça revient encore cette année, j'imagine. Oui, monsieur. Écoute, on est à notre 9e année qu'on fait notre temps un peu. On est à notre 9e année qu'on fait notre fameux concours amateur. Et cette année, on a 5 films d'orignaux. On parle de clips d'environ 2 minutes à 2 minutes et demie. Mais tu sais, les gens sont rendus qu'ils se filment de plus en plus. On en a reçu plusieurs. Mais moi, je veux pas me mêler à ça. Donc, moi, c'est le studio qui choisit les 5 meilleurs clips et on les met en ligne, et puis j'ai bien hâte de voir la réaction des gens, là, mais tabarouette, on a vraiment des films spectaculaires. Donc, c'est encore un update, on fait voter les gens, puis la personne qui gagne, on lui donne un beau cadeau de 1 000 $ de nos amis de chez Sport Chief. Donc, c'est vraiment à voir aussi à l'intérieur des soirées 2026. Ouais, tu connais bien ta matière, hein? T'es vraiment, on pèse sur le piton, puis tu décolles, puis on voit vraiment que t'es un passionné de tout ce monde quand même qui t'habite, hein? Oui. Ben, c'est ça, ma question était ça, c'est ta 32e année, t'as 35 ans, mais est-ce que tu veux poursuivre encore longtemps? As-tu des idées de ce côté-là? Est-ce que pas vraiment? Oui, peut-être? Écoute, pour le moment, Ernie, écoute, je vais te dire, puis je vais te donner un scoop ce matin. Il n'y a personne qui sait ça encore, mais avant de dire le scoop, OK, je veux dire que depuis que j'ai séparé les équipes en 2, ben c'était énormément de route pour moi. Premièrement, je demeure au Saguenay. Donc, tu sais, je partais du Saguenay tous les matins. J'allais rejoindre mon équipe souvent qui sont sur la rive sud de Montréal. Donc, moi, j'ai déjà 5 heures de route à faire. Mais eux, ben écoute, ils prennent le camion, ça leur prend 1h30 après, mais moi, ça fait 6h30. Donc, en divisant justement les équipes elles-mêmes, ben écoute, moi, j'essaye de prendre plus qu'est-ce qu'il y a au nord un peu,
Kenny, lui, il va prendre un petit peu plus au sud. Et donc, c'est ça. Donc, ça vient beaucoup moins, comment je te dirais bien ça, là, c'était vraiment beaucoup de route. Et puis, on est capable de diviser la charge de travail. Donc, moi, mais écoute, ça m'allège un petit peu l'affaire, mais moi, ma plus belle récompense que je peux avoir, Ernie, c'est quand, là, les amateurs, je vois rentrer les amateurs, puis ils viennent me serrer à la main, puis ils saluent Dan, pour les contents de t'avoir. Ça, mon ami, là, tu me donnerais n'importe quoi, puis je dirais, c'est ça que je veux. Ça me passionne encore. Tu m'as promis un scoop, alors j'attends ce scoop, là. C'est quoi au juste? Écoute, Ernie, ça n'a pas été annoncé absolument à nulle part, OK? Donc, les gens parlent souvent de bête de chasse à la TV. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais là, un instant, on a décidé de gâter nos amateurs de pêche et à partir de avril 2026, on aura un bête de pêche. Donc, ça va être au même titre que le style magazine avec un bon film à l'intérieur. Donc, il va y avoir de la technique, des anecdotes, des actualités. Donc, on débute ça à partir d'avril 2026. C'est pas en boîte, on est en train de le finaliser. Donc, c'est un scoop que t'as, mon chum drette là, puis on est vraiment content. Puis en passant, je voulais souhaiter justement une heureuse année, une bonne année à nos amateurs, puis à tes amateurs à toi. Puis tout ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient heureux, en santé, puis qu'il y ait des beaux trips de chasse et de pêche pour 2026. Bravo pour cette nouveauté dans la série Bêtes de chasse. Maintenant, on va parler Bêtes de pêche. La boucle est bouclée et ça se complète très, très bien. Alors, merci pour cette entrevue, puis bonne tournée. Merci, au revoir. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Les tirages au sort de la CEPAC sont débutés. De vastes territoires exclusifs, du gibier à profusion et une large sélection d'hébergements et de forfaits possibles. Pas de doute, les meilleures destinations de chasse du Québec se trouvent dans les réserves fauniques et à CEPAC Anticosti. Du 1er décembre 2017 au 15 janvier 2018, inscrivez-vous au tirage au sort de la CEPAC via le cepac.com ou au 1-800-665-6527. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Buck Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au buckthorax.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, la pêche blanche sur la banquise en face de Rimouski a débuté le 5 janvier. Celle sur le fjord du Saguenay, c'est d'une journée à l'autre, là, si ce n'est pas déjà en cours, parce qu'il y avait une question d'épaisseur pour installer l'ensemble du village. Alors, donc, il manquait peut-être quelques pouces de glace. Et sur la rivière Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, la pêche du petit poisson des chenaux est en avance de 2 à 3 semaines et connaît déjà une très forte popularité. Même constat pour le ski et la motoneige. Pour ces deux sports très prisés au cours des dernières années, on ne pouvait même pas y penser avant les fêtes. Puis là, on en fait pratiquement à plein temps tous les jours. Là, c'est ouvert, mais je ne sais pas si c'est ouvert partout. Moi, je ne connais pas vraiment la motoneige, mais je fais appel à celui qui est le mieux placé pour nous parler de la saison en cours. Et c'est le chroniqueur en plein air, chasse et pêche durant l'été et l'automne, Julien Cabana, Journal de Québec, même si durant la période froide, il parle quand même de chasse et de plan de gestion et de tout ça. Et il est revenu, il chevauche sa motoneige.
motoneige. Julien Cabanard, de mémoire de chroniqueur spécialisé, les adeptes de motoneige semblent au summum de leur sport en qualité et en quantité de neige. Donc, on peut dire que la saison de la motoneige est lancée pour de bon. Oui, la saison est lancée pour de bon, puis effectivement, c'est une saison hâtive, même très hâtive, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pu faire, exemple, de la motoneige pendant la période des fêtes. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça. La seule chose que je peux dire, par contre, oui, je regarde la carte en vous parlant, on peut parler au moins 60% des sentiers minimum qui sont ouverts, mais vous voyez, tout le sud du Québec est encore fermé. Alors, il y a des endroits que ça passe, il y a des endroits que ça passe pas. Puis, première chose que je veux vous dire, c'est que je suis jaloux du Bas-Saint-Laurent avec la tempête que vous avez eue, parce que cette tempête-là vous a permis d'avoir des conditions exceptionnelles. Puis, ce qu'on me dit dans votre coin de pays, c'est que c'est assez formidable, la motoneige. C'est ça, on a eu 2 tempêtes de neige back-to-back qui, je pense, qui ont laissé chacune 25-30 cm de neige. En ville, c'était désastreux, mais en montagne, ben, c'était le paradis. Là. Ben, c'est ça, c'est parce que les sentiers qui sont dans l'arrière-pays, ce que j'appelle l'arrière-pays, moi, c'est comme vous venez de dire, c'est les montagnes. C'est comme ici, quand on passe dans les montagnes du Séminaire de Québec, tout ça, c'est beau. Mais par contre, proche de la ville ou n'importe quoi, ou dans la vallée du Saint-Laurent, les sentiers, c'est pas facile. Je parlais hier avec quelqu'un du Sapin d'Or qui entretient la Trans-Québec numéro 3, qui est la colonne vertébrale du côté nord du fleuve. Il me disait qu'il faut qu'ils fassent des miracles. Présentement, il manque de neige. Ils n'ont pas assez de neige partout. Fait que là, ils travaillent, mais il y a encore des roches, puis il y a encore des branches. Parce que une petite information, c'est qu'à Québec, selon les informations de Radio-Canada, il y a 46 cm de neige au sol, alors que la normale devait être de 79. Fait qu'on n'a pas assez de neige, on n'a pas beaucoup de neige. Il n'y a pas beaucoup de neige à Québec, c'est ça. C'est que dans Mont-Valin, ça, on n'en parle pas, c'est exceptionnel. Dans Chic-Choc, en Gaspésie, c'est exceptionnel. Dans les montagnes de Charlevoix, tout ce qui est en altitude, c'est sûr qu'il y a beaucoup de neige. Mais plus bas, là, je veux dire, écoute, c'est pas facile, là. Les gens ont obligé de travailler qu'une saison, qui dit saison hâtive, dit que les conditions ne sont pas nécessairement les meilleures au départ pour faire les sentiers. Parce que l'essentiel pour un sentier de motoneige, c'est que la terre gèle avant que la neige arrive. Mais là, la neige est arrivée vite et la terre n'était pas gelée. Alors ça a compliqué la vie. La semaine dernière, en Gaspésie, en passant, il y a un club qui a calé sa surfaceuse. Parce que tout a cédé sous le poids de la machine. Il a calé, il a fallu qu'il sorte de là. Pourtant, il y a de la neige en Gaspésie. C'est parce que c'est pas gelé, là. C'est ça, là. Il faut faire attention, tu sais. Je veux dire, il y a eu une période de gel là, qui n'a pas eu assez. Il y en a eu après, ça, je suis d'accord avec vous. On l'a vécu, nous autres aussi, comme vous autres. Mais, puis la pluie qui a tombé a gelé immédiatement. Ça, on a été chanceux parce qu'il y a eu un épisode de pluie. Et tout de suite, le lendemain, on est retombé dans le froid. Ça fait que ça l'a aidé à durcir le sentier. Mais il reste que, sous tout ça, la terre n'est pas gelée vraiment. Alors, la seule affaire qu'il faut faire attention quand on circule, c'est de rester dans les sentiers balisés puis de s'occuper des clubs. Les clubs font un travail merveilleux. Moi, je lève mon chapeau à tous ces bénévoles partout au Québec. Et, écoute, c'est épouvantable. Il y en a dans la pluie qu'on a eue en passant qui ont été obligés de réouvrir les sentiers tellement qu'il y avait des arbres de tomber, des branches de tomber. Tu sais, la situation, on ne peut pas la généraliser à la grandeur du Québec pour les conditions, mais au moins ça roule. Mais ça roule beaucoup en conditions de début de saison un peu partout, sauf dans votre coin de pays où là, moi, comme je vous l'ai dit tantôt, je suis jaloux. Parce que vous avez beaucoup de neige, puis vous avez eu des vraies tempêtes. Ici, on n'a pas eu de tempête, là. Pas avec ça que les clubs vont faire un front sentier. Hein. Non, puis il reste, comme tu dis, que l'épaisseur de la neige qu'on a reçue, ben, ça fait en même temps, puis que la terre n'est pas gelée, ça fait comme un isolant. Donc, c'est pas parce qu'il va faire froid au mois de février que la terre va geler plus. Elle est déjà isolée par une importante quantité de neige. Comme c'est ce qui s'est produit sur les surfaces des lacs. La glace a pris le temps de se former. La neige est arrivée, après ça, il y a eu du froid. Mais la glace qui est en dessous de la neige, c'est pas sécure tant que ça, là. C'est pour ça qu'il faut rester dans les sentiers balisés. Il faut que les gens comprennent ça. Partout au Québec, rester dans les sentiers balisés. Parce que, ben, vois-tu, ici, il y a des gens qui sont les clubs sont obligés d'arroser les rivières pour les faire geler plus, pour être capable de passer le pont de glace. Écoute, c'est des situations... Parce que c'est beaucoup mieux de toute façon cette année, c'est sûr. Puis je suis content pour les motoneigistes en passant parce que les 2 derniers hivers, ça avait été vraiment très, très mauvais. C'était de la chenoute, si on peut dire ça comme ça, tu sais. Parce que les clubs ouvraient un sentier, fermaient un sentier, ouvraient un sentier, fermaient un sentier. Les conditions étaient mauvaises. Là, au moins, ça tient le coup.
C'est ça qui est Absolument. important. Puis c'était en dents de scie. Mais cette année, quand même, je pense qu'il y a eu une certaine évolution au plan technologique pour l'information motoneigiste. C'est que on me dit qu'il existait un outil indispensable où en un seul clic, ils peuvent voir l'état des secteurs accessibles, les conditions de neige. Ça, c'est tout à fait nouveau cette saison. Avant, les gens, il fallait qu'ils s'adressent à leur club. Maintenant, il y a un site unique qui donne l'information pour l'ensemble de la province. C'est la carte interactive de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Elle existait déjà, mais le problème, c'est qu'elle était alimentée par des personnes. Il y avait un tiers entre le club qui envoyait ça au tiers, puis avant que le tiers envoie ça sur la carte, il y avait un décalage. Parfois, ça ne correspondait plus. Alors que maintenant, les clubs interviennent eux-mêmes directement sur la carte interactive. Donc, c'est eux qui décident si c'est ouvert ou si c'est fermé, mais c'est pas personne d'autre qu'eux-mêmes qui le font. Ils ont les outils, la Fédération les a donné les outils, puis ça fonctionne bien. On voit là, que les sentiers rouvrent un peu partout. Mais, tu sais, il y a beaucoup d'endroits que c'est des sentiers, des conditions de début de saison encore. D'ailleurs, le directeur général de la Fédération parlait dernièrement à une émission de télévision, je l'écoutais, il disait, là, à des endroits, il manque de neige. Parce que, écoute, quand on roule ici, en arrière, là, pays, là, poche, là, il y a encore des roches. Tu sais, on frappe des roches. C'est pas évident, là. Même dans le coin de Baie-Saint-Paul, dans les montagnes, tout ça, c'est pas encore l'idéal. Tu sais, mais vous autres, encore une fois, vous êtes l'exemple parfait de la grandeur du Québec et comment les conditions peuvent être différentes. C'est ça, le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, c'est un pays de lacs et de montagnes, de motoneige et d'orignaux. Mais il y a un bout de la Gaspésie, pour faire le tour de la Gaspésie, c'est pas encore ouvert complètement. Je vois encore là qu'il y a des bouts de sentiers qui sont fermés, ça fait que même là, malgré les tempêtes, on ne veut pas ouvrir. Mais les clubs, c'est pas facile pour les clubs aussi. Quand vous avez 2 tempêtes comme vous avez eues, réouvrir les sentiers, casser les lames de neige parce qu'il y a eu beaucoup de vent, et puis la signalisation, tout ça, c'est du travail, mon vieux. C'est pas facile pour eux autres. Puis du chapeau, parce qu'ils réussissent à faire des miracles. Hein? Parce que je connais vos sentiers, là, quand on passe au-dessus de Rimouski, dans le sentier, dans la Trans-Québec 5, tout ça, c'est très beau. Là. Je veux dire, écoute, là, c'est formidable. Les clubs font des miracles. Moi, là, c'est la base. De toute façon, la base de toute la motoneige au Québec, c'est les bénévoles, c'est les clubs, puis c'est eux autres. Puis il faut que les motoneigistes leur disent merci. Quand ils en voient un, ils leur remercient, tout ça. Faut pas qu'ils aient peur, parce que sans ces gens-là, le chapelet de chantier qu'on voit au Québec, là, il n'y en aurait pas, hein. C'est ça. C'est eux autres. Le cœur, le poumon, n'importe quoi, là, ce que tu veux dire, là, c'est les bénévoles. Oui, mais j'ajouterais aussi le respect des propriétés agricoles, des terres agricoles. Là. Ça, il faut vraiment que les motoneigistes demeurent dans les sentiers, ils n'ont pas à se promener puis sur les champs de culture puis qui détruisent tout. Puis là, les producteurs sont en maudit, puis là, ils veulent interrompre le sentier. Alors, ça, on a connu ça les années passées, mais je pense que c'est réglé maintenant. Là. Il y aura toujours une portion de délinquants. Ça, c'est dans tout l'automobile, dans n'importe quel, tu sais, on le sait tous les deux, là. Il y a des délinquants de l'alcool au volant, il y a des délinquants à la vitesse, mais en général, les gens se conduisent bien, mais malheureusement, tu as parfaitement raison qu'il y a certains délinquants qui ont posé des gestes. Encore dernièrement, il y a eu des sentiers de coupés, des droits de passage coupés, parce que les gens ont sorti dans le champ, parce que l'agriculteur, lui, quand il donne son droit de passage, c'est souvent sur un chemin existant qu'il utilise, mettons, pour passer ses machineries, tout ça. Ça, il n'y a pas de danger. Mais si tu sors de ça, puis tu vas dans les cultures, tu brises tout, il ne peut pas se permettre d'accepter ça. Ça fait que là, ça crée des problèmes assez graves à bien des endroits. Puis même, il y a une compagnie forestière qui vient de couper un sentier. Et regarde, il faut que les gens comprennent. Les droits de passage négociés, c'est là qu'on circule, dans le sentier fédéré. Et vous en avez des beaux en Bas-Saint-Laurent, vous en avez des beaux en Gaspésie. De toute Chaudière-Appalaches qui mène au Bas-Saint-Laurent, là, je veux dire, écoute, il faut que ça arrête, là. La conduite, là, c'est ce que je dis, il ne faut pas que le cerveau tombe dans le pouce, là. Tu sais, les gens qui, quand ils sont malades de la commande motoneige, on dirait qu'ils n'ont plus de cerveau, c'est juste le pouce qui mène. Garder la droite, rouler normalement, gérer ses capacités comme individu, parce que si on part ensemble tous les deux, ça ne veut pas dire qu'on a le même niveau de compétence pour conduire une motoneige. Mais ça, il faut accepter ça. Absolument. Tu sais, dans les sentiers, il peut y avoir des gens qui vont aller plus tranquillement. Puis garder la droite, toujours se rappeler que ça peut croiser n'importe où. On est chanceux, honnêtement, là, je vais dire, là, qu'il n'y ait pas plus d'accidents que ça, parce que dans les sentiers, souvent, les gens arrivent dans une courbe, ils s'en vont à gauche au lieu de rester à droite. Je veux dire, si ça vient quelqu'un en sens inverse, c'est que tu penses qu'il se passe, c'est un accident automatique. Mais tu sais, les gens, il faut être conscient qu'on conduit une machine qui est fantastique, qui est formidable, qui peut nous apporter du plaisir, mais il faut respecter les autres, il faut respecter les règles.
respecter les sentiers, c'est ça qui est le plus important. Puis en passant, je peux dire, pour appuyer la saison hâtive, que les concessionnaires, de façon générale, j'ai parlé à plusieurs, les gars ont fait des affaires d'or en décembre, la neige est arrivée, là, ils ont vendu des motoneiges, ils ont vendu des pièces, ils ont vendu des vêtements. Ils ont mieux. Ça, Oui. Pour eux autres, là, ils connaissent c'est un bel hiver. Il est temps que ça arrive, parce qu'honnêtement, depuis 2 ans, là, c'était pas fameux. Mais il faut s'encourager, il faut espérer maintenant, au printemps, que ça va s'étirer un peu, c'est tout ce qu'il faut. Ben moi je n'irais pas trop là. Je penserais peut-être plus à un printemps hâtif, là, parce que là, on a eu un automne. On a eu un automne hâtif aussi. L'année passée, on a eu un printemps tardif. L'été était très court. Mais je pense que rendu au printemps, les motoneigistes vont avoir tellement fait de kilomètres qu'ils vont laisser reposer leur machine. Mais quand tu parlais de conseils de sécurité dans les sentiers de motoneige, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier. Puis surtout cette année, il y a beaucoup de neige en forêt. L'épaisseur de neige brime les orignaux et les chevreuils dans leur déplacement. Oui. Puis ceux-ci ont tendance à se diriger vers les sentiers de motoneige puis marcher sur le dur où vraiment ils ont moins de difficultés à se déplacer. Puis ça, je pense que les motoneigistes, il faut aussi leur rappeler d'être très prudents. Puis s'ils voient un grand cervidé en avant de leur motoneige, un peu plus loin dans le sentier, bien, prenez donc le temps d'arrêter et de l'observer. C'est ça, parce que lui... Tu sais, quand on en voit, il y en a qui montrent des vidéos qu'un orignal qui force sa machine, c'est parce qu'ils sont trop approchés de la bête. Si la bête est au loin, vous arrêtez, vous asseyez, vous attendez, elle va finir par retourner en forêt, la bête. Parce que c'est pas sa place, le sentier. Mais je veux dire, il faut pas non plus la provoquer. Il y a des gens qui s'approchent pour faire des photos. Bien là, c'est sûr que l'animal, lui, instinctivement, il va venir vers ce qui le dérange dans le sentier. Là. Tu sais, lui, il va aller voir qu'est-ce que c'est ça. Puis là, les gens partent, ils racontent des histoires, puis ils font des vidéos. Mais, comme tu l'as si bien dit, Ernie, il faut s'arrêter, respecter les grands gibiers, surtout dans vos régions, parce que vous avez beaucoup d'orignaux. Vous avez, en Gaspésie, il y a beaucoup d'orignaux d'un chic-choc partout. Fait que c'est sûr que c'est fréquent, les rencontres, là. Mais comme d'habitude, ce qu'on entend parler, c'est des supposées rencontres désastreuses. Mais la plupart du temps, ça se passe très bien. Les gens attendent, ça va bien, mais le respect, il faut céder la place. L'animal, il est chez lui en forêt. Hein. C'est nous qui sommes des étrangers. Donc, lui, il faut y laisser son milieu. Il faut que, si ça fait 1 heure qu'il marche dans la neige au ventre, c'est sûr que s'il y a une occasion, il voit ça, il va sortir sur le dur. Il faut laisser le temps de reprendre ses forces, d'arrêter d'être essoufflé. Puis là, après ça, il va repartir tranquillement. Tu sais, c'est ça. Je veux dire, mais si on le pousse, là... D'abord, si les gens qui sont assez stupides pour pousser un orignal, ils vont le blesser, ou là, ils vont le rendre malade, il va s'essouffler, puis il peut crever même dans le bout de piste, là, parce que c'est un effort épouvantable pour lui. On est des intrus dans leur milieu. Il faut toujours penser à ça, là. Oui, un orignal ou un chevreuil qui est pourchassé puis qui est devant une motoneige, bien, d'abord, il est apeuré. Là, il s'enfuit, il produit une grande quantité d'acide lactique, ça va dans son sang. Là, l'oxygène, il manque rapidement. Le cervidé respire de moins en moins bien. Là, les crampes musculaires arrivent, il y a des nausées, il peut même vomir. Puis tout ça, bien, ça mène à la mort du cervidé. Puis les femelles sont encore plus vulnérables parce qu'elles sont en période de gestation actuellement. Donc, raison de plus pour ne pas... aller trop près des femelles pour qu'elles puissent donner naissance à son petit. Mais je voyais aussi dans un de tes textes du 31 décembre, tu parlais de le sentier des coureurs de bois. Moi, je ne suis pas motoneigiste, mais quand j'ai lu ça me donnait le goût d'y aller. Tu parles de 490 km, l'unification de territoire de 7 pourvoyeurs qui se sont réunis justement pour offrir un trajet unique. Toi, tu le fais, puis tu vas le refaire, je pense, ce trajet-là. Oui, je vais y retourner. J'aime ce parcours-là. D'abord, les pourvoyeurs, c'est des aubergistes de la forêt, c'est des gens qui offrent des services aux motoneigistes assez exceptionnels dans ce coin de pays-là. Ils se sont unis et même ils vont s'appeler. Mettons, toi, tu es à un endroit, puis tu pars pour aller à l'autre, bien, ils vont s'appeler si, mettons, ça prend 1 heure, OK? Puis tu n'es pas arrivé. Ils vont appeler, puis ils vont vérifier à quelle heure il est parti, il est rendu où. Et même, il y a des équipes qui vont aller voir pour te trouver. Parce qu'ils sont très, très, très soucieux de ce qui se passe avec les motoneigistes. Puis il y a des pancartes partout, il y a des endroits où c'est marqué. À tous les croisements de sentiers, tu ne peux pas te perdre parce qu'ils mettent ce qu'ils appellent une indication motoneige. C'est que là, tu as des flèches, le sentier, c'est par là. Tu es à tant de kilomètres de telle pourvoirie, tant de kilomètres. Tu es toujours en sécurité. Donc, tu vois la beauté des Hautes-Laurentides. Tu es en sécurité, puis tu rencontres des gens exceptionnels, parce que les pourvoyeurs là-bas, comme partout au Québec, il y a des pourvoyeurs qui accueillent des motoneigistes de façon fantastique. Pour eux, c'est un bon marché.
Et pour nous autres, aller en forêt, puis tu sais, t'es au milieu de nulle part, d'un coup, t'arrives dans une belle auberge confortable, avec une bonne table, tout ça, c'est très bien fait maintenant. Puis ce sentier-là, c'est un exemple, puis je rêve du jour où il va y en avoir d'autres ailleurs, des pourvoiries qui vont s'unir pour faire un circuit comme ça dans d'autres régions. Oui, parce qu'il y en a peu finalement. Là, tu parles de cette auberge-là, le sentier des coureurs des bois, mais aussi, bon, là, je connais l'existence, mais je connais aussi celle de l'auberge de montagne dans les Chic-Chocs, qui est aussi un endroit très prisé, mais il y en a peu. Toi, tu t'es déjà rendu à l'auberge de montagne? Oui, je suis déjà allé à l'auberge de montagne, puis ça, c'est quand même, c'est un peu, moi, j'adore, je trouve ça beau, mais tu sais, c'est pas vraiment, comment je peux dire ça, c'est une destination motoneige, oui, mais pour certains types de motoneigistes. Les motoneigistes, ils aiment rouler. Puis, exemple, comme dans ton coin, comme à Rivière-du-Loup, ces choses-là, les gens vont rouler dans l'arrière-pays, puis ils vont arriver, ils vont aller à l'hôtel à Rivière-du-Loup, puis là, le lendemain, ils repartent, simplement, puis il y a eu des services aussi qu'il faut offrir. Puis l'auberge de montagne, c'est beau, mais c'est quand même limité. Tu sais, tu peux pas, faut que tu fasses la réservation, il faut que tu montes, là, c'est très beau, par exemple. Pour être beau, c'est beau, ça, je l'avoue. C'est un sommet. Tu sais, quand tu arrives à n'importe quel sommet en motoneige, c'est toujours très beau de voir les décors. Puis c'est toujours ce que je dis, la motoneige t'amène dans des endroits, te permet d'aller dans des endroits où tu n'irais pas autrement. Tu n'irais pas autrement, là. Tu sais, ce matin, je parle là, du Massif du Sud avec le Mont-Saint-Magloire. Quand tu regardes la photo, tu vois la tour au sommet qui a été faite par les clubs de motoneige, tout ça. Écoute, c'est formidable. Tu roules au milieu d'une porte, à coup, tu montes dans la tour, tu vois les États-Unis d'un côté, tu vois le fleuve. C'est partout au Québec des installations comme ça. Puis il y en a dans ton coin de pays aussi. Fait que, écoute, moi, je me dis, les motoneigistes sont très chanceux d'avoir des gens qui leur fournissent des services partout. Puis ce qu'il faut, bien, encore une fois, c'est respecter la sécurité, respecter les sentiers, rester dans le sentier, pas sortir sur les terres agricoles ailleurs, rester dans le sentier. Et puis, il faut espérer que les gens vont... Sinon, écoute, souvent, là, je le dis aux gens, là, maintenant qu'un droit de passage est coupé là, sur une distance de peut-être 1 kilomètre, 1,5 kilomètres, parfois, le club va être obligé de refaire un sentier sur une distance de 15-16 kilomètres pour rattraper le sentier. En fait, la petite coupure, là, c'est ça que ça donne. Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ne pas détruire le travail fait par les bénévoles pour donner aux motoneigistes des sentiers de qualité. C'est ça qui est important. Alors voilà, moi j'invite les motoneigistes justement à l'écoute de lire Julien Cabana qui nous fait découvrir des endroits merveilleux au Québec et qu'il parcourt lui-même. Je te remercie beaucoup Julien, puis je te dis à une prochaine fois, bonne saison de motoneige, puis à la prochaine fois. À la prochaine. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Les tirages au sort de la CEPAC sont débutés. De vastes territoires exclusifs, du gibier à profusion et une large sélection d'hébergements et de forfaits possibles. Pas de doute, les meilleures destinations de chasse du Québec se trouvent dans les réserves fauniques et à CEPAC Anticosti. Du 1er décembre 2017 au 15 janvier 2018, inscrivez-vous au tirage au sort de la CEPAC via le cepac.com ou au 1-800-665-6527. Chasseurs, procurez-vous le Bok-Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Bok-Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au bokthorax.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Et c'est déjà tout pour cette semaine. Alors, avant de vous quitter, je rappelle le souvenir d'un chroniqueur de la première heure, Jean Larivière, qui s'est éteint le 13 décembre dernier des suites d'une longue maladie.
Jean Larivière a été chroniqueur plein air au quotidien Le Droit, Ottawa-Gatineau, collaborateur à Rendez-vous Nature et au magazine Sentier Chasse-Pêche. Il était aussi spécialiste en recherche et développement des produits de chasse Buck Expert. J'ai été au téléphone avec Jean jusqu'en dernier. Jean appréciait vraiment son implication dans Rendez-vous Nature. Il m'en parlait souvent. C'est vraiment triste. J'ai perdu un bon ami. Ça, ce sont les commentaires du rédacteur en chef du magazine Sentier Chasse-Pêche, Sylvain Lessard. Donc, une célébration de la fin de sa vie aura lieu le 10 janvier dans la région de Gatineau. Alors, je voulais que ce soit dans le souvenir de Jean Larivière, finalement, que se termine notre premier rendez-vous nature de 2026. Et je rappelle qu'on peut entendre et réentendre cette émission sur rendez-vous-nature.ca, le journal lesoir.ca Rimouski, sur Balado Québec et sur YouTube. Et faites attention à vous et à vos proches. Ici Ernie Wells, merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique Chasseurs, au Québec. Procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Buck Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au buckthorax.com.